on m'a demandé avec beaucoup de fierté d'animer cette première table ronde sur médias d'information. Quelle perspective, quel futur, et puis surtout comment redonner confiance dans les médias. Donc avec moi pour cette table ronde, trois grandes personnalités de la presse. Et avant de les présenter, voilà comment j'imagine cette petite heure ensemble. Tout d'abord un tour de table pour laisser les trois invités dire comment elles vont. Et puis ensuite on rentrera dans le cœur de sujet avec quelques études que la CPM et ses équipes ont récoltées justement autour de la confiance ou de la défiance envers les médias, avec quelques chiffres qui, j'espère, vont vous surprendre et vont vous apporter un peu d'enthousiasme et de positif en cette fin d'année. Alors, pour cette table ronde, trois personnalités, donc par ordre alphabétique. Donc, d'abord, Isabelle André. Isabelle est la directrice générale médias, salon, marketplace d'Infopro Digital. Alors, vous connaissez tous, j'imagine, Infopro Digital, mais vous ne savez peut-être pas, et ça, je vous incite à lire le dernier numéro des Clés de la Presse, qu'Infopro Digital est aussi le premier groupe de presse, certes un groupe de presse diversifié, mais Infopro Digital en 2023 est devenu le premier groupe de presse en France avec 580 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc Isabelle André, Isabelle, tu as un micro juste sur la table. Eh bien, d'abord, comment vas-tu ? Alors, comment répondre à cette question dans le contexte actuel ? Non, j'ai dit du positif et de l'enthousiasme, voilà. S'il te plaît. Donc, on met de côté le contexte politique, économique, tout ça. Tout va très bien. Ah. Voilà. Non, donc Infopro Digital, tu dis que tout le monde connaît. Je pense que peu de gens connaissent le groupe lui-même. On est vraiment un groupe d'information et de technologie. Vous connaissez certains de nos titres, probablement. On fait de l'information et des technologies B2B. Et donc, on trouve notamment chez nous LSA, l'Usine Nouvelle, Le Moniteur, la Gazette des Communes, l'Argus de l'Assurance, AMC pour les architectes, enfin bon, plein de titres, médias, qui sont destinés à aider des décideurs dans leur monde professionnel, donc des décideurs en activité, à prendre des décisions et à développer leur activité. Et donc, en dehors de ces activités sous nos marques médias en France, on en a aussi évidemment ailleurs dans le monde. Le groupe est à l'étranger pour 50% de son chiffre d'affaires. On est présent dans 21 pays. Il y a 4000 personnes dans le groupe. Et on fait aussi, sous nos marques médias, évidemment, pas mal d'autres choses, comme historiquement la presse. Donc, on aide le secteur public à recruter. On a des plateformes de publication d'appels d'offres. On a des plateformes, des bases de données réglementaires, on fait des formations, donc pas mal de choses différentes. Des marketplaces, des salons. Et puis on est aussi éditeur de logiciels avec des contenus insérés dedans, notamment pour la chaîne de distribution automobile, mais aussi dans le monde de la construction, essentiellement. Voilà, donc pas mal de choses qui nous permettent, dans le contexte actuel, d'avoir quand même, heureusement, plusieurs équilibres dans le monde. Ça, c'est pas mal. Et j'y reviendrai plus tard, probablement. Mais je pense que c'est un des enjeux, c'est de diversifier ce qu'on fait. Voilà. Merci Isabelle. Alors, deuxième invitée, Sophie Gourmelin. Sophie est la directrice générale du Parisien. Donc le Parisien, une année incroyable. En particulier grâce aux jeux, grâce à sa couverture des jeux, qu'elle soit écrite, digitale, vidéo. Tout le monde a vu le Parisien cette année, donc une année assez exceptionnelle. Et donc je répète ma question. Donc Sophie, comment vas-tu ? Alors je précise, c'était les Jeux Olympiques. Vous avez tous compris. Oui, les Jeux Olympiques et Paralympiques, pardon. Une nouvelle diversification pour le Parisien. Bonjour à tous. Écoutez, oui, tu l'as dit, une très belle année pour le Parisien. Une année de croissance sur le numérique, grâce aux Jeux Olympiques, bien sûr, mais pas que. Grâce à tous les développements qu'on a pu faire sur la vidéo, sur les réseaux sociaux, on y reviendra peut-être, puisque ça fera partie du débat. Développement de nos sites, de nos applis. Et on a été très portés par les Jeux Olympiques. On a eu la volonté, nous, de couvrir les Jeux Olympiques sur la partie sportive, mais pas que, puisqu'il y a un grand quotidien sportif qui savait très bien le faire,
On a aussi été beaucoup sur les préoccupations des franciliens, l'histoire des transports, et c'est vrai que ça a très bien marché. On a augmenté nos ventes. On a aussi réussi à séduire davantage d'annonceurs dans le Parisien. Donc ça, c'était un pari qu'on a gagné cette année. Et puis, on a fêté les 80 ans du Parisien. Donc c'est une grande dame. Et ça a été un moment festif pour nos abonnés, pour nos lecteurs et pour aussi l'ensemble de la rédaction. Merci. Et puis enfin, Pascal Soquet. Pascal est la directrice générale de Prisma Media. Donc Prisma Media, des rachats, des lancements, bientôt une introduction en bourse. Donc à toi Pascal, donc tu as aussi un micro. Donc comment ça va ? Merci Stéphane. Alors on va commencer par l'enthousiasme, vers à moitié plein. Donc Prisma Media va plutôt bien au regard des résultats à court terme. Oui, effectivement, on a une grosse dynamique d'innovation, ce qui nous permet aujourd'hui d'être toujours le premier bimédia, enfin groupe bimédia de France en presse magazine et sur le numérique. On touche 40 millions de Français chaque mois, en croissance de 1% par rapport à la même période l'année dernière. Alors oui, on a grandi. En l'espace de 3 ans, on est passé de 20 à 40 marques médias, à la fois en construisant un secteur luxe sur lequel nous étions absents, avec des marques comme Harper's Bazaar, Ideat, Milk, un mélange de lancement, d'acquisition, de prise de participation. On s'est aussi lancé dans le secteur jeunesse avec Mortel Adèle, qui a été un vrai succès et qui est numéro 1 sur son secteur aujourd'hui en vente au numéro. Et puis sur le numérique, on a racheté, ce qui était assez intéressant, les anciens actifs d'M6 avec des belles marques comme Cuisine AZ, Passeport Santé ou encore Turbo, qui maintenant intègre le pôle digital Prisma Player. Et puis sur ces lancements, on ne s'est pas arrêté là. Encore récemment, si je regarde le mois d'octobre, on a lancé 3 titres magazines avec le magazine de Cuisine AZ. Donc là, on est passé d'un pure player au kiosque. Harper's Bazaar intérieur. Et puis encore plus récemment, puisque ça date de ce week-end, de ce samedi, un nouveau quinzomadaire télé qui s'adresse à la cible, on va dire, la plus mature d'entre nous, puisque c'est un magazine très grand format, beau papier, grosse typo, et qui va permettre d'adresser une cible qui reste très résiliente sur la presse magazine. Donc de l'innovation magazine et numérique. Sur les réseaux sociaux, plutôt une belle dynamique. On a 50 millions de followers aujourd'hui, là aussi en croissance. Et puis sur le social, donc réseaux sociaux, on progresse. Et sur le content to commerce, c'est un axe de croissance qui est important pour nous. On a investi dans un studio, on a créé un studio avec des journalistes experts, essentiellement en tech, qui testent chaque jour des produits avec des protocoles de tests indépendants et qui produisent des guides d'achat, ce qui nous permet de recommander avec des contenus à forte valeur ajoutée éditoriale et journalistique, des recommandations d'achat et donc de développer un nouveau business pour la presse. Tout ça nous permet d'avoir un résultat, si on regarde la date sur les 9 premiers mois de l'année, qui est stable en chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le verre à moitié plein. Maintenant, ça c'était pour l'enthousiasme. Je ne peux m'empêcher de répondre aussi avec un mais. Je reste très inquiète sur le modèle d'affaires de la presse aujourd'hui. Vous savez qu'il est challengé depuis 10 ans. Plus que jamais, l'absence ou le mauvais partage de valeur entre les éditeurs et les plateformes pèse sur notre modèle. Et cet élément d'écosystème est absolument crucial pour notre survie. Eh bien, merci. Donc voilà pour la présentation. Alors maintenant, je vais vous partager un 4-5 charts, pas plus, ne vous inquiétez pas, sur justement cette question de la confiance envers les médias et la confiance envers de la presse. Alors spontanément, si je vous pose la question, pensez-vous que la confiance des Français envers la presse est la même qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans ? Je pense que communément, vous me direz que les Français ont moins confiance. Et pourtant, vous allez le voir, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Nous travaillons tous avec des journalistes qui, c'est mon avis personnel, ont plutôt toujours tendance à voir le verre à moitié vide. Donc voilà quelques charts. Donc on a repris 2 grandes études. Donc les études menées par Lacroix et Kantar, et puis des études qui ont été développées par l'ACPM pour qu'on partage tous ensemble la confiance des Français envers les médias. Alors ça, c'est l'étude Kantar-Lacroix, et ce qui est intéressant, c'est que cette étude a commencé en 1987.
Alors, pour les plus jeunes, vous n'étiez peut-être pas là, mais 1987, il n'y avait pas de digital, il n'y avait pas de plateforme. Et en 1987, donc on regarde la radio. Donc la radio, c'est la courbe en noir, elle était à 56. La télévision était à 59. Donc la presse était, à l'époque on parlait de journal, à 46. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? En fait, le problème de confiance, il n'est pas, et puis on va le regarder ensuite précisément, il n'est pas en presse. Alors il y a eu certes des évolutions, il y a des baisses, il y a des hausses, mais globalement, pour la radio, elle était à 56, elle est à 54. Pour la presse, elle était à 46, elle est aujourd'hui à 52. Donc quand je vous dis que, et personnellement je les adore, mais que nos amis journalistes ont toujours tendance à voir les mauvais résultats plutôt que les bons, là, à travers ces résultats, vous voyez qu'il y a une baisse de confiance pour la télévision. On le voit que Internet, en général, a un degré de confiance beaucoup moins important que les médias qu'on appelle historiques, mais que globalement, pour la presse comme pour la radio, il n'y a pas de baisse de confiance. Et là, quand on regarde plus précisément la presse, donc année après année, donc je le redis, jusqu'en 2000, Internet n'était pratiquement pas présent. Donc 2000, c'est l'arrivée de Google, puis de Facebook, puis le développement des plateformes. Mais en 87-2023, donc quand même sur une très très longue période, on ne peut pas dire que la confiance des Français envers la presse est vraiment baissée. Donc ça, c'est pour aussi vous apporter un petit peu d'optimisme et de positif. Et c'est une étude qui est une étude qu'on appelle très très robuste, donc menée par Kantar, OnePoint et La Croix depuis donc plus de 30 ans. Alors, en même temps, tout le monde a toujours tendance à avoir des difficultés pour la presse. Là, ce sont des chiffres ACPM OJD, et je le précise bien, il s'agit de presse d'information et de presse d'information quotidienne nationale. Voilà. Donc en 2016, il y avait 313 millions d'exemplaires vendus. En 2023, il y en a 373. Alors certes, aujourd'hui, pour certains, une très très grande majorité de ces exemplaires vendus sont des exemplaires en version numérique, donc en PDF. Mais je vous pose la question, qui n'a pas un portable dans sa main ? En fait, heureusement, je dirais que cette transformation a eu lieu. Et cette transformation est plus que jamais positive, puisque cette presse d'information, donc les quotidiens nationaux, vendent beaucoup plus en 2023 qu'ils ne vendaient en 2016. Donc, si ces résultats de progression sont là, c'est parce que forcément, puisque c'est un achat volontaire, c'est un achat payant, les lecteurs ont toujours autant confiance et encore plus confiance, puisqu'ils achètent plus la presse d'information aujourd'hui. Mais là, c'est bien la difficulté, c'est pas parce qu'on consulte de manière très importante les réseaux sociaux que le niveau de confiance est aussi important, puisque le niveau de confiance à travers cette étude dans les réseaux sociaux n'est que de 11%. Donc aujourd'hui, majoritairement, les Français, nous tous, passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais que ce temps passé ne nous inspire pas confiance, alors qu'il y a moins de temps passé pour la presse, mais on l'a vu à travers l'étude précédente et ses résultats, c'est dans la presse papier que les Français ont le plus confiance. Confiance globale envers les médias, donc là c'est une note moyenne sur 10, c'est la même étude donc développée par #DemainLaPresse, CSA, la CPM. Donc sur 10, journaux et magazines en version papier. Note de confiance 6.2. Station de radio 6.2. Et là, on retrouve les grands équilibres de l'étude La Croix, dire que les grandes radios d'information et la presse ont de tous les médias le plus haut niveau de confiance. Puis, les chaînes de télévision diffusées en direct, sites internet et plateformes de replay des chaînes télé, sites et applications des titres de presse. Et là, ce sera l'objet d'un débat avec mes invités. Est-ce qu'on a le même niveau de confiance dans un contenu s'il est sur papier ou s'il est sur digital? Plateforme vidéo gratuite, podcast et réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, 3,5%, comparé à la presse ou à la radio, 6,2%.
Donc c'est un petit peu la difficulté globale de notre économie, de notre modèle économique, de la confiance des Français dans les médias, mais aussi c'est un sujet de société, c'est quelle information on transmet à toutes les jeunes générations. Nous, les Français, consomment majoritairement les réseaux sociaux. Pourtant, ce sont, et toutes les études le démontrent, les endroits où on a le moins confiance. Alors, je vais commencer à travers ce dernier chart à interroger mes invités sur y a-t-il, selon vous, un problème de confiance dans les médias en général ? Et là, je parle bien des médias en général, on parlera de la presse ensuite. Est-ce qu'il y a des actions à mener ou est-ce que le combat est terminé ? Enfin, terminé, on n'en sort pas forcément vainqueur. Donc là, je ne vais pas commencer par ordre alphabétique. Par exemple, Sophie, est-ce que tu penses, toi, en tant qu'éditrice passionnée des médias, qu'il y a un problème de confiance ? Et qu'est-ce que tu ferais pour rétablir cette confiance ? Alors, malgré les charts que tu as montrés, moi je pense qu'il y a un vrai problème de confiance dans la presse en général. Alors la presse papier, peut-être pas, enfin tes chiffres sont assez robustes, mais la presse papier est de moins en moins achetée quand même, et ça faut le dire. Les gens vont de moins en moins dans les kiosques, les abonnements papier baissent, en tout cas sur la presse quotidienne, c'est le cas. Donc, et les gens, les jeunes surtout, s'informent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Moi j'ai un chiffre en tête, 72% des jeunes s'informent sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que de l'information vérifiée. Les influenceurs qui sont les personnalités que les jeunes suivent le plus, Hugo Décrypte par exemple, c'est un des premiers les abonnements à Hugo Décrypte sont beaucoup plus importants que les abonnements à de la presse d'information politique et générale, et les influenceurs disent ne pas vérifier à 60% les informations parce qu'ils ne sont pas formés, ce ne sont pas des journalistes. Donc je pense qu'il y a quand même un vrai sujet de confiance dans l'information, parce que les plateformes digitales, alors c'est peut-être la deuxième partie de ta question, Stéphane, je vais peut-être tout de suite trop loin, mais je pense qu'on n'explique pas assez le métier du journaliste, ce que ça veut dire de faire de l'information, pourquoi ça coûte cher de faire de l'information et pourquoi l'information doit être payante. Et ça, c'est un vrai sujet. Personne ne nierait qu'il faut acheter un journal papier. Personne. Mais en revanche, personne n'a envie d'acheter de la presse en ligne. L'abonnement numérique est assez compliqué à vendre. On pense que tout est gratuit, parce qu'on trouve l'information gratuite partout. Et elle est payante parce qu'il faut payer des rédactions, payer des journalistes. Et le journaliste, il fait quoi ? Il fait un travail d'investigation, de travail sur les sources. Enfin, en tout cas, chez nous, en Parisien, on ne sort pas une info si elle n'a pas été vérifiée 3 fois. Voilà, il y a un certain nombre de règles dans le métier, que sans doute certains d'entre vous connaissent très bien ici, qui fait que l'information, elle est vérifiée, la marque média qui porte ces rédactions, le Parisien en est une, mais il y en a d'autres, sont légitimes, ont un savoir-faire et ont de l'expertise. Et je pense que c'est ça qui crée la confiance avec les lecteurs. Nous, on a un rôle pédagogique à expliquer ce qu'on fait, à expliquer aux jeunes, mais pas que. Il y a une initiative au sein de l'APEM auquel je fais partie, où on essaye, on a cette initiative dans les écoles, la semaine de la presse dans les écoles que vous connaissez probablement tous, mais on essaye aussi de monter des formations dans les entreprises pour expliquer ce que c'est que le métier de la presse. Ça intéresse beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de gens aiment les médias, ils sont intéressés. C'est un peu un mythe, le travail du journaliste, souvent. Donc, on essaye de monter ça pour qu'il y ait aussi des formations dans les entreprises auprès de personnes moins jeunes, mais qui lisent de moins en moins et qui s'informent en regardant sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, de l'information qui passe, sans trop savoir si elle est juste et vérifiée. Et c'est là, et après je laisse la parole à mes camarades, c'est là où je pense que la marque média est extrêmement importante, puisque derrière une marque média, alors le Parisien en est une, il y a cette confiance et cette légitimité à porter l'information, et une information qui est vérifiée. Pascal ?
Oui, alors je vais essayer d'être complémentaire par rapport à ce que tu dis, Sophie. Alors, ce qui est intéressant sur les youtubeurs, je ne sais pas si vous avez lu cette info-là, cette bonne info-là écrite par un journaliste, c'est que de plus en plus les youtubeurs s'entourent eux-mêmes de journalistes en blind, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a besoin de vérifier l'information pour tenir leur crédibilité dans le long terme. Je voudrais revenir en complément moi, sur l'écosystème. Je suis passée un petit peu rapidement, mais je pense qu'il y a des actions pour répondre à ta question qui sont importantes. Et qui nous permettent directement en fait, de développer la confiance. Parce que oui, globalement, il y a un problème de confiance et plus on descend dans les médias numériques, et notamment sur les réseaux sociaux, plus elle est criante, tes chiffres le montrent. Pour assurer la confiance des lecteurs, on doit assurer notre mission. Notre mission, c'est d'informer le citoyen. Pour informer le citoyen, il faut investir. On a besoin d'investissement, on a besoin d'argent, donc de rentabilité. Or, la presse est en crise depuis 10 ans. Depuis 2007, on voit l'effondrement de nos recettes publicitaires au profit des plateformes. Juste pour rappel, en 10 ans, les groupes de presse ont perdu 60% de leur valeur en chiffre d'affaires publicitaire, print et numérique, quand Google France a multiplié par 3 le sien. Et aujourd'hui, les plateformes trustent 95% de la valeur publicitaire. Donc nous, on se bat sur les 5% restants. Ces mêmes plateformes qui finalement utilisent la valeur de nos contenus sans avoir à les produire et sans en payer le coût de production. C'est tout l'enjeu des droits voisins et là le législateur doit nous aider pour qu'il y ait une meilleure rétribution des plateformes. Donc ça c'est le premier point et aujourd'hui ces droits voisins sont mal appliqués et à des niveaux dérisoires. On a un autre nuage qui arrive sur notre business model, c'est l'IA. Les plateformes et les scrollers d'IA générative pillent les contenus des éditeurs, il faut être clair, en violation totale de la propriété intellectuelle. Et ça, c'est un deuxième vrai gros nuage. Alors bien sûr, il y a l'IA Act qui est mené par la Commission et qui doit permettre une transparence des sources et des revenus. Simplement, voilà, ça va sur la bonne voie. Encore faut-il que ça avance au bon rythme. Je crois que l'application est prévue pour 2026. Donc ça, c'est un contexte qui est important parce qu'en fait, on a besoin d'être solide sur notre business model pour être en capacité d'investir, comme on l'a fait sur le numérique classique. On a investi, et je pense qu'on sera d'accord toutes les trois sur ce point-là, que tu partageras peut-être pas, qui est que sur le numérique et nos sites Internet, on a investi la même qualité éditoriale que sur le print, avec des rédactions qui sont bimédias, avec une même exigence éditoriale, tout cela a un coût. On a réussi à construire un business model parce que sur le numérique, c'est plus massif, l'audience était là, et on a capté une partie de la valeur. Mais même ce modèle-là est ébranlé aujourd'hui, puisque la distribution des contenus est de plus en plus opaque. Google, je crois qu'on a eu 4 changements d'algorithme majeurs cette année. Je vous assure, on se lève le matin et on regarde nos trafics pour savoir quel est le site qui s'est effondré. Donc on n'est pas dans un contexte qui est suffisamment stable pour nous permettre d'investir de façon sereine pour faire notre métier, informer le citoyen et développer la confiance. Isabelle, dans ton univers? Bon, déjà de manière globale, je pense que le problème de confiance, s'il y a un problème de confiance, n'est pas nouveau, parce qu'on voit qu'il n'y a pas une dégradation de la confiance. Moi, je me souviens en 2007, alors j'étais au Parisien à l'époque, je me souviens d'une étude qui m'avait frappée, qui nous avait été présentée en Comex, qui était que pour les personnes interrogées, chez Yahoo ou ailleurs, il y avait des rédactions. Alors moi, j'étais là, mais c'est quand même compliqué, parce que nous, on payait des centaines de journalistes et des plateformes en avaient 0 et étaient reconnues comme ayant des rédactions. Donc, je pense que le vrai travail de fond, je mets de côté le sujet de la confiance politique, que je mettrais sous un terme politique qui est est-ce que les journalistes sont indépendants? Est-ce que du coup, quand ils traitent un sujet, il ne va pas y avoir d'interférence économique, politique, etc. On sait en général dans nos groupes, si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, je pense qu'autour de la table, en tout cas, nous, on est extrêmement vigilants à ça, évidemment, de garder une très grande déontologie, d'avoir aucune pression, évidemment, ni sur le choix des sujets, ni sur les angles, parce que ça, c'est la base de la confiance. Et je pense que si un jour, on commence à donner un coup de canif dans ce contrat, ça va devenir très compliqué. Donc, ça, c'est vraiment la première chose, c'est si on garde cette exigence éditoriale, cette exigence déontologique, on doit pouvoir garder la confiance à condition, en effet, d'éduquer
à ce qu'est le travail journalistique. Enfin, je crois que c'est Sophie qui a dit ça pour démarrer. Je pense que c'est un point clé. C'est-à-dire que la plupart des gens, en B2C, en B2B, peu importe, ne savent pas vraiment ce que ça veut dire de chercher l'info, la traiter, la vérifier, etc. Et donc déjà les éduquer à au moins quand ils ont une info par autre chose qu'un média reconnu et qui a des équipes rédactionnelles, au moins qu'ils aillent vérifier l'information sur des médias classiques. Parce qu'on ne va pas les empêcher d'aller lire des infos sur les réseaux sociaux produites par n'importe qui. Mais en revanche, au moins qu'ils aillent la vérifier, ça c'est vraiment une question d'éducation. Et on parlait des jeunes générations, mais pas que les jeunes. Hein. Je pense qu'à tous les âges maintenant, tout le monde va chercher de l'info n'importe où, quoi. Ça c'est la première chose. En B2B, on a une chance quand même, en tout cas chez nous, c'est qu'on a des médias qui datent d'il y a 140 ans, 80 ans, 60 ans. Alors en B2C aussi, mais en tout cas chez nous, on a vraiment des médias très historiques, très référents dans leur secteur, et avec des journalistes extrêmement expérimentés, reconnus. Donc nos lecteurs sont des lecteurs qui sont en activité, ce sont des décideurs en activité dans leur métier, voilà, des cadres, des dirigeants, etc., savent ce qu'ils viennent chercher chez nous. Donc, nos 240 000 abonnés, on a 240 000 abonnés, 12 millions de lecteurs en numérique tous les mois. Nos 240 000 abonnés, qui sont en croissance, ont confiance dans ce qu'on écrit. Sinon, ils ne s'abonneraient pas et on n'aurait pas un parc d'abonnés en croissance. Toute la difficulté, c'est comment ceux qui viennent plus largement que ça par les différents points d'entrée d'un site, parce qu'on a tous intérêt évidemment à multiplier, comme depuis toujours, nos points d'entrée vers nos sites internet pour avoir la puissance maximale. Donc dans les gens qui viennent, certains arrivent chez nous ou ailleurs sans avoir fait le choix d'aller sur telle ou telle marque, et donc là peuvent avoir une méconnaissance du travail qui est fait derrière. Voilà. Donc je pense qu'on a beaucoup de boulot sur cette partie-là. Alors vous avez toutes les trois évoqué la formation, l'éducation. Il y a des actions qui sont développées comme la semaine à l'école, elles ne marchent pas. Enfin, non, parce que qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus puisque là, justement, vous toutes les trois, vous évoquez les difficultés conjoncturelles. Il y a aussi sûrement des difficultés structurelles, mais on sait que les entreprises, je veux dire, dans des moments tendus, c'est pas forcément sur l'éducation, la formation qu'elles investissent. Or, toutes les trois, vous êtes d'accord sur il faut former. Donc, est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas, une grande cause nationale sur le journalisme ? Non, mais je veux dire, on est avec que des passionnés. Donc là, c'est l'occasion aussi de formuler vos souhaits, vos idées. Qu'est-ce qu'il faudrait déjà comme première action pour rétablir la confiance envers les médias et plus spécifiquement envers la presse ? Sophie. Ouais, alors dans les EGI, il y a eu beaucoup de recommandations pour éduquer aux médias, notamment le pass culture, et faire en sorte que la presse soit accessible davantage dans les écoles à travers les professeurs, qu'il y ait un parcours aussi, que les professeurs soient formés à ce que ça veut dire de faire un média. Donc il y avait un certain nombre de mesures. Bon, alors maintenant, je ne sais pas si elles vont être adoptées ou pas, parce que c'était bien parti avec la ministre de la Culture que nous avions, mais bon, là, depuis hier, on ne sait pas si ça va se poursuivre ou pas. Donc, c'est pas que ça marche pas, c'est qu'il faut le faire tout le temps. C'est-à-dire que c'est un travail pédagogique continu. Qui doit être fait par la semaine à l'école, mais ça, je dirais, c'est une goutte d'eau. C'est aussi tous les acteurs de la profession, donc ça, on s'y emploie. Et puis, c'est chacun d'entre nous, dans les familles, dans les entreprises. Donc, moi, je pense que c'est vraiment, peut-être, tu as raison, une grande cause nationale. Je trouve que l'idée n'est pas inintéressante. En tout cas, une mobilisation, parce que sans presse d'information générale, on le sait aux États-Unis, quand la presse locale a déserté, parce qu'il y a tu le disais Pascal, il y a des gros problèmes économiques sur certains des médias, a déserté et s'est arrêté, la démocratie a reculé. Donc la presse d'information politique générale, elle a un rôle dans ce pays pour expliquer, donner à choisir et construire un esprit critique et un libre arbitre. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. La presse a besoin d'être aidée, pour les raisons que Pascal a évoquées. Je ne vais pas y revenir. Ça coûte très cher de faire un média d'information et les revenus sont en baisse.
La presse a besoin d'être aidée. Il y a pas mal on discute régulièrement avec l'État, mais on sait aussi que l'État n'a plus beaucoup de moyens pour nous aider. Mais je pense au sujet de la Poste. Là, je le lance parce que je pense qu'on est plusieurs à être concernés. Où là, on a appris il y a 2 jours que nos tarifs postaux allaient quasiment être multipliés par 2. Bon, alors pour les titres qui vivent de l'abonnement, presse magazine, certains quotidiens, c'est juste, on arrête en fait. Donc c'est ça notre réalité de tous les jours. Donc c'est vrai que si on nous remet des charges et des coûts constamment et qu'on veut toujours une presse d'information de qualité, ça devient compliqué. Pour autant, on reste optimiste. Oui, alors en préparant cette intervention avec Pascal, on parlait justement de les contenus de la presse, les contenus de toutes vos marques, qu'on les retrouve sur les réseaux sociaux. Donc comment faire la différence sur un contenu issu de journalistes avec des contenus créés par n'importe qui, comme on peut en trouver. Pascal, quand les contenus de tes marques se retrouvent sur Insta, sur TikTok, comment on sait que c'est un contenu fait par un journaliste? Ou est-ce qu'on ne le sait pas? Alors, je vais répondre à ta question et faire le lien avec la précédente. Je pense que la confiance, elle ne se décrète pas. Oui, on peut sensibiliser. Je dirais que là, c'est même pas une question de génération. Hein. Quand on regarde les chiffres, c'est voir la jeune génération est plutôt ultra sensible parce que ultra connectée à ces questions-là. Donc, c'est par la preuve et par notre présence, en fait, hein, qu'on doit construire cette confiance. Et la question n'est pas de savoir, effectivement, si on doit être sur les réseaux sociaux ou pas. Avec les chiffres que tu as évoqués, c'est assez flagrant. Donc on doit y être. La question, c'est comment on peut être performant sur les réseaux sociaux, performant en production, et puis comment on peut trouver un business model. Être performant, c'est être performant en production, d'abord. Alors, production, elle est multiple, puisque les réseaux sociaux, c'est un pluriel, et on ne produit pas de la même manière sur Snap, sur Insta, sur Facebook ou sur YouTube, avec des formats différents, des longueurs différentes, des façons de produire différentes. Donc des compétences différentes, donc une multiplication des ressources. Donc il y a la production, être performant en production. Il y a beaucoup d'itérations, je dirais, parce qu'on s'entoure de sachants, beaucoup de jeunes sachants d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Mais je ne sais pas si vous partagez ce point, il y a quand même beaucoup d'itérations pour arriver à trouver les formats qui performent et qui deviennent millionnaires en vidéo vue. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut être performant aussi en engagement. Alors les réseaux sociaux, c'est le monde où l'influence est reine. Donc comment nos marques peuvent être influentes? Oui, aujourd'hui, les marques les plus influentes, c'est soit des incarnants, tu parlais d'Hugo Décrypte, on peut en citer Inostag, etc. Il y a beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui développent leur crédibilité par leur personnalité. Personal branding. Vous interrogez la Gen Z, ils vous parlent tous de personal branding avant même de parler de fond. On n'est pas très bon là-dessus, quand même, dans nos anciens médias. Et puis, sont influentes aussi les jeunes marques, pas les marques historiques, les pure players du social. Si je regarde d'ailleurs chez Prisma, je me rends compte que là où on est le plus performant sur le social, c'est avec Simone, média féministe, Néon, média LGBT, Fame, Bound, Pluriel, qui sont des médias sur la Gen Z. On en a lancé 5 cette année. Donc, jeunes marques et incarnants. C'est plus une question, pour alimenter le débat. Est-ce que nos marques médias historiques pourront devenir demain des influenceurs? En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite, parce que c'est comme ça qu'on va développer la confiance. Mais là encore, le chemin est long, il faut une forme de résilience. Donc, il faut qu'on arrive à poursuivre notre investissement dans la durée. Alors Isabelle, justement, sur les réseaux sociaux, moi je pense que c'est à la fois nos marques et chacun de nos journalistes, en tout cas en ce qui nous concerne. En B2B, comme on travaille pour des communautés de décideurs, chaque journaliste expert dans son domaine doit être un influenceur de fait, en faisant le lien avec sa marque. Hein. Donc ça, c'est tout un travail qu'ils se disent « Ok, c'est moi qui anime ma communauté ». Donc ils sont experts, ils choisissent les sujets en permanence, ils connaissent extrêmement bien les enjeux de leur communauté, ils sont reconnus et connus par cette communauté, ils doivent devenir des influenceurs sur Internet, enfin sur les réseaux sociaux, pour leur communauté. Voilà. Après, à eux de voir sur quel réseau, parce qu'en fait, en fonction des types de profils, on a vraiment un usage des réseaux qui est assez varié.
Mais voilà. Donc, Et ça, excuse-moi, mais c'est facile de leur demander de devenir... Non, c'est pas facile. Ah, ça, c'est un de nos enjeux majeurs. Non, mais ça, c'est un de nos enjeux majeurs. Non, ça, c'est un de nos enjeux majeurs. Moi, ce qui m'a frappé quand je suis arrivée chez Infopro Digital, c'est que vraiment, en B2B, les journalistes étaient très à l'aise avec le fait d'être plurimédia. À l'époque, je trouvais que c'était encore un peu la bataille en B2C pour dire bah oui, mais j'écris pour le journal, mais j'écris pour le web et j'anime des événements, etc. C'est toujours plus. Ben ouais, c'est vrai, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et je dois publier sur les réseaux sociaux, etc. Ça, le chemin était déjà très avancé. Et vraiment, ça fait partie des grandes forces. D'ailleurs, je pense pour la confiance. Je pense que c'est totalement lié. Après, travailler le personal branding, en effet, se mettre en avant, travailler sur la présence dans sa communauté digitale, c'est plus compliqué. Parce qu'en France, on n'a pas été éduqué à ça. Moi, je pense que c'est même pas une question de... C'est vraiment la France, quoi. C'est l'inverse de ce qu'on nous a appris à l'école. Tais-toi, écoute et reste dans le rang. Et là, il faut faire l'inverse. Donc, nos enfants, à la limite, ils y arrivent parce qu'ils avaient... en tout cas, moi, les miennes, elles y arrivent parce qu'elles avaient 14 ans quand elles ont démarré. Mais les autres, franchement, c'est hyper compliqué. Donc ça, je ne sais pas. On n'a pas encore trouvé la martingale. Le personal branding, mesdames, sur vos journalistes, Sophie? Alors, moi, je pense qu'on peut quand même être une marque média traditionnelle et ancienne et réussir sur les réseaux sociaux. Le Parisien a plus de 10 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. On en a 1,5 million sur YouTube, 1 million sur TikTok. Et on est sur la vidéo extrêmement présent sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est en changeant aussi le mode de traitement. On ne fait pas la même chose sur le site du Parisien que sur les réseaux sociaux. On s'adapte. Et oui, on a des journalistes qui incarnent, mais qui incarnent une émission ou un programme, mais quand même sous la marque Le Parisien. C'est-à-dire qu'elle ne disparaît pas. Et je pense que ça, c'est quand même très important. Et c'est ce qui va nourrir, tu parlais de la confiance, c'est ce qui va aussi nourrir la confiance, la sécurité dans ce qui est dans l'information qui est délivrée. Donc nous, on essaye quand même d'avoir des journalistes qui incarnent, mais quand même avec l'ADN du Parisien. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Je suis d'accord. Ouais. Il faut toujours garder le lien avec la marque. Voilà, sinon, ça je pense que c'est... et on ne va pas se substituer à Hugo Décrypte ou à un autre influenceur. Ça, c'est très important que ça reste dans l'ADN du journal. C'est tout l'enjeu des transformations. Je pense qu'on l'a tous vécu. Quand on s'est transformé sur le numérique, c'est une transformation et des compétences internes, donc compétences des journalistes, mais pas que, du marketing, tous les métiers qui accompagnent ces transformations. Et en même temps, le besoin d'aller recruter des profils nouveaux qui nous amènent cette fraîcheur et vraiment de la compétence spécifique. Et c'est bien l'ensemble des deux qui nous permet d'avancer. C'est une question de temps, c'est une question de stabilité managériale. Je crois qu'on est tout autour de la table convaincus qu'il faut y aller. Stratégiquement, il faut que nos marques médias soient fortes sur les réseaux demain. Mais le chemin est assez long et oui, il va falloir que les journalistes incarnent de plus en plus. Moi, j'ai un exemple. Alors, je vais prendre cet exemple-là sur la marque Gala que nous avons vendue en 2023. On avait vraiment réussi à exploser les scores sur TikTok grâce notamment à un journaliste de la rédaction Alexandre Maras, qui est parti chez Match d'ailleurs depuis, et qui vraiment a construit sa rubrique, construit sa notoriété, est devenu un véritable influenceur. Donc il va falloir aussi que nous, on apprenne aussi à lâcher, je pense, pour que les journalistes prennent davantage la lumière sur les réseaux en tant qu'individus aux côtés de la marque. Et ça va être une évolution très intéressante. Alors justement, en matière d'évolution, donc on évoque ce problème de confiance, des actions sur l'éducation, des actions sur la marque, mais comme vous l'avez tout dit, 2025 s'annonce plutôt un peu tendu. Comment concilier à la fois ce besoin d'investissement sur l'éducation, sur la marque, et puis les contraintes économiques, et puis la pression des plateformes. Alors je vais commencer, je sais pas, par Sophie. Ah si. Donc 2025, comment tu imagines et quelles vont être vos actions? Alors tout est une question d'équilibre. Je crois que ça fait 10 ans qu'on est en équilibre sur un fil. 2025 va être compliqué, Pascal le disait. On va avoir, en tout cas
pour un titre comme Le Parisien, une actualité moins forte. Il n'y aura pas les Jeux Olympiques en 2025. Alors, l'actualité politique, vraisemblablement oui. Si tant est que ça intéresse encore les Français de lire et de comprendre tout ce qui se passe dans la vie politique aujourd'hui. Mais oui, ça va être une année difficile. On va continuer à développer le digital parce que c'est là que sont nos lecteurs de demain. Mais le modèle économique est compliqué. Les plateformes ne rémunèrent pas du tout de la même manière qu'en direct. Pour vous donner un ordre d'idée, un CPM sur une vidéo entre le site et YouTube, c'est 10 fois moins important sur YouTube que sur le site. Donc c'est ça la réalité. Alors, on fait beaucoup plus de volume sur YouTube, bien sûr, que sur le site du Parisien quand on met une vidéo dans un article, mais ça rémunère 10 fois moins. Donc, et c'est soumis au changement d'algo qu'on a régulièrement. Donc ça ne nous donne pas une visibilité et l'envie d'investir à moyen et long terme. Pour autant, on sait que c'est quand même ça la clé. Il faut continuer à investir dans les contenus, il faut continuer à investir dans la tech. On n'a pas le choix. Donc je dirais que 2025, ça va être l'équilibre entre continuer l'investissement qu'on a commencé sur le numérique et puis être quand même assez vigilant sur les charges. Un titre comme Le Parisien, depuis 2021, a pris 15 millions de hausse d'inflation sur ses charges, puisque c'est un titre qui vend encore beaucoup de papier. 15 millions. Et pour autant, on ne peut pas augmenter le prix d'autant, puisqu'on est un journal qui se vend à 2,10 €. On ne va pas le passer à 5 € du jour au lendemain. Plus personne nous achèterait. Donc c'est un équilibre entre continuer d'investir et puis être vigilant sur les charges, et notamment sur les charges qui pèsent sur le papier. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de nuages entre la Poste qui veut doubler ses prix, entre le portage qui est de plus en plus compliqué puisqu'il y a de moins en moins de porteurs en France. Donc c'est vrai que le métier d'éditeur, faut être passionné, on va dire ça. Une grosse actualité chez Prisma Media avec l'introduction en bourse. Donc comment c'est apprécié à l'intérieur? Et justement, c'est un nouveau souffle, c'est de nouveaux moyens? Oui, alors ça, on va voir mi-décembre. On ne va pas trop s'aventurer sur ce terrain-là. Je pense que ça va dans le bon sens de l'histoire et on va être encore plus autonome et indépendant pour investir. Métier excitant que celui de patron de groupe de presse. Moi, je dirais qu'en 2025, je vais être extrêmement enthousiaste sur 2025 parce que je pense qu'il faut l'être dans ce métier-là. On va continuer à innover sur le print. On a déjà des lancements dans les tiroirs. On va poursuivre notre dynamique sur le numérique et on va continuer à se battre et continuer à investir sur les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai utilisé le verbe se battre, oui, enthousiaste et combative, parce qu'on va beaucoup œuvrer auprès du législateur pour vraiment faire avancer ces questions d'écosystème qui sont à nouveau vitales. Et je pense qu'il ne faut pas opposer régulation et innovation. La régulation est essentielle pour avoir une innovation pérenne et de l'innovation dans la qualité éditoriale pour développer la conscience des Français. Donc on va se battre en 2025. Donc tu penses, Isabelle, aussi que la régulation est indispensable? Moi, je pense que l'innovation est indispensable pour le coup, vraiment. Et après, je parlerai des annonceurs qui, à mon avis, sont un des sujets. Aujourd'hui, si on n'innove pas en permanence, si on n'enrichit pas en permanence ce que l'on fait, mais pour nos lecteurs comme pour nos partenaires annonceurs et agences, on va commencer à baisser directement, très 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 vite. Donc évidemment, la première chose pour nous, c'est de continuer à être très très spécifique sur ce qu'on produit éditorialement, en se disant en permanence à qui est destiné finalement ce sujet, pour quelle prise de décision, être vraiment sûr et donc de l'angler de la bonne manière pour aider à une prise de décision. La deuxième chose, c'est d'enrichir en permanence ce que l'on apporte à nos abonnés, d'enrichir en dehors du pur sujet, évidemment, enrichir avec de la data. Donc on travaille beaucoup sur des data boards, sur des outils de business intelligence éditorialisés. Donc utiliser toute la data disponible pour produire de l'aide à la décision pour nos lecteurs. Ça, c'est un axe de développement très fort depuis pas mal d'années
et qui nous permet de consolider très fortement nos parcs d'abonnés. Nous, on ne veut pas faire de lancement de nouveaux médias ou autres parce qu'on couvre déjà 80% de l'économie française. Donc quand on travaille sur des nouveaux angles ou sur des nouvelles thématiques, on le fait sous une de nos marques et on va donc créer un nouvel espace dans le média concerné. Et la deuxième chose, c'est quand même notre autre jambe. 55% de nos revenus sont les revenus abonnés, 45% sont les revenus non abonnés. Donc sur les revenus non abonnés, moi, plutôt que d'avoir... je suis pour qu'on développe plus de droits voisins, mais je suis avant tout pour que les annonceurs et les agences se fassent un peu mal et viennent plus chez nous que chez les GAFAM. Enfin, en tout cas en proportion. C'est-à-dire que si aujourd'hui les GAFAM se sont autant développés, c'est parce que c'est facile. C'est facile. Et c'est vrai qu'investir chez nous en digital, c'est plus compliqué. C'est vrai, c'est une réalité. Et quand on nous dit, oui, il faudrait que vous fassiez un grand truc aussi simple, tous ensemble, ben non, on ne va pas faire un grand truc aussi simple, tous ensemble. Ça ne peut pas être ça la réponse. Donc, on a quand même besoin qu'on ait des contextes de lecture différents. On ait des contextes pour les annonceurs différents. On a des audiences exclusives par rapport à des GAFAM. Ben que tout le monde se donne un peu de mal pour venir aussi passer un peu plus de temps, un tout petit peu plus de temps sur les briefs, penser à nous mettre systématiquement et accepter parfois que, bah oui, ça sera un peu plus long. Il faut faire auprès de plusieurs éditeurs qu'à un seul endroit. Mais je pense que c'est hyper important. C'est-à-dire que l'écosystème est un écosystème global. Donc les annonceurs, les agences médias font partie de l'écosystème. Et si on veut tous avoir encore des médias d'information, en effet, avec de la qualité et qui perdurent, bah, il faut aussi que cette partie-là, l'écosystème, prenne ses responsabilités et prenne parfois un peu plus de temps. Voilà. Donc voilà, ça c'était mon petit... Et moi je crois plus à ça en fait. Et ça c'est pas la régulation, c'est pas machin, etc. C'est vraiment une prise de conscience générale de ce qu'on veut faire en termes de société là-dessus. Alors justement, paradoxalement, donc, je regardais hier les derniers chiffres de Kantar donc sur l'année 2024. Le print tient plutôt pas mal. Donc, je veux dire, paradoxalement, il y a 10 ans, qui imaginait que la pub en print allait continuer, bah, elle tient plutôt très très bien. Donc, il y a toujours des annonceurs dans les magazines, dans les quotidiens, dans les versions digitales de la presse. Par contre, c'est vrai que, en particulier le display, je veux dire, il y a une réelle chute sur 2024. Donc, les agences et les annonceurs se font mal pour aller en presse, papier, ou enfin de l'imprimer. Par contre, elles ne se font pas suffisamment mal pour aller dans vos écosystèmes digitaux, Sophie. Enfin, attends, juste pardon, pour finir du coup là-dessus. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut arrêter de nous assimiler à du print. Enfin, Stéphane le sait, moi je veux plus du mot presse, parce que presse égale print dans la tête de tout le monde, et donc print égale presse. Et non, putain. Non mais sérieusement, on a 240 000 abonnés, il y en a 65% qui sont en permanence sur les sites. Dans nos revenus pub, on est plus en digital et en événements. Nous, le papier, ça fait 30%. Donc, évidemment qu'on le défend, le papier. Et le papier, pour moi, il est clé demain pour nos abonnés, en fait. Parce qu'il y a des gens à qui ça fait gagner du temps. Parce que le papier, c'est un truc, c'est un objet fini. On sait ce qu'on trouve, on sait dans quelle rubrique. Donc, on gagne énormément de temps. Donc, pour des décideurs, encore une fois, je pense que le papier, demain, il sera toujours clé. Et donc, on retrouvera évidemment dans cet environnement clé et lu par des gens à fort pouvoir de commande, des annonces, des annonceurs. Et ça, c'est très bien, j'espère bien. Mais c'est sur le reste que la bataille se joue. Alors, cette partie-là, c'est sur le reste. Sur le reste, si jamais demain, on n'a que le papier, on est tous morts. Alors justement, j'évoquais donc les chiffres de Kantar, puis je vais laisser la parole à Pascal et Sophie, mais c'est justement, alors ça t'a énervé, mais je regarde les chiffres, et les chiffres en print, ils sont stables, question pub. Par contre, c'est en digital que, je veux dire, il y a de très très grandes difficultés. Donc, est-ce que votre digital, et là je reprendrai l'étude qui est juste derrière vous, il y en a certains, alors je ne parlerai pas de vos marques, mais il y a certains sites, certaines applis de presse qui n'ont pas forcément la qualité du print. Donc, est-ce que ça ne joue pas aussi sur l'image, la confiance des annonceurs envers le digital de presse ? Alors, sur le print, tu disais tout à l'heure, il faut que les agences se fassent mal pour aller dans le print. Pas du tout. Si les annonceurs viennent dans le print, c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt. C'est un écrin, le print, pour les marques. Et si elles y viennent, c'est pas pour nous faire plaisir. Enfin, je ne connais pas un annonceur, une agence média qui vient dans la presse juste pour nous dire « c'est sympa chez vous ». C'est pas vrai.
Ils viennent parce qu'ils y trouvent un intérêt. Donc le print reste important dans l'écosystème d'un média, puisque c'est ce qui finance la transition digitale. C'est grâce au print encore, même s'il baisse, qu'on a les moyens d'investir dans le digital. Et le digital, on doit y aller parce que, on ne va pas refaire le film, mais c'est là que sont les lecteurs de demain. Tu parles du chiffre d'affaires sur le numérique. C'est vrai que le display baisse, mais ce qui monte, c'est la vidéo. Et c'est le segment qui est en croissance, fortement en croissance. D'ailleurs, les télés traditionnelles ont bien vu le truc. Elles développent tous des plateformes de streaming, TF1+, M6+, M6 Play, etc., etc. Donc, c'est là que se joue la bataille publicitaire de demain. Et c'est là que nous, médias, on doit aussi aller. Et c'est là, en tout cas, qu'on investit. Et la croissance, elle est là. Alors, évidemment que c'est plus difficile que le print traditionnel pour les raisons qu'on a évoquées, puisqu'il y a les GAFA qui sont là et qui, dès qu'ils peuvent, dès qu'on a un petit bout de croissance, hop, ils viennent le rechercher, ils changent un algo et on est mort. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Donc oui, c'est plus compliqué. Ceci étant, comme Isabelle, nous aussi, on a plus d'abonnés numériques aujourd'hui que d'abonnés papier. On a 20 millions de lecteurs en général qui sont en contact avec la marque Le Parisien. Et la diffusion du Parisien, c'est 260 000 exemplaires. Donc tout se joue ailleurs que sur le papier, quand même. Prisma Média. Alors, je vais essayer de compléter ce que mes collègues viennent de dire. Peut-être un point de vue sur les stratégies de marque. Le print, je continue à l'appeler le print, en tout cas nos parutions papier, c'est du papier. C'est physique, et donc ça continue et ça va continuer, je pense, pendant de nombreuses années à nourrir nos franchises de marque, nos valeurs de marque. C'est concret, ça nourrit la marque. Et ça, je pense que c'est capital parce qu'on a besoin de nos marques pour pouvoir les stretcher et les développer, les diversifier, quel que soit les business models d'aujourd'hui et de demain d'ailleurs. Donc le print reste absolument stratégique au-delà des chiffres. Il faut le défendre absolument. Ensuite, sur la diversification, c'est vrai que sur le numérique, le constat que je fais, c'est qu'on arrive un petit peu à une asymptote. On a quand même, pendant 10 ans, plutôt bénéficié d'une forte croissance sur le numérique, croissance de chiffres et de rentabilité, ce qui nous a permis de compenser, en fait, la baisse structurelle de la presse. Et aujourd'hui, on est à cette asymptote. Asymptote parce que, super, hein, on a pu truster les premières places sur un certain nombre de secteurs en audience, hein, que ce soit le people, la télé, on est dans le trio de tête sur le féminin, etc. Donc quand on est numéro 1, c'est une bonne nouvelle, et puis en même temps, c'est un début de mauvaise nouvelle parce que la croissance devient un peu plus compliquée, au-delà même en fait des problématiques d'algorithme. Donc la question qu'on a finalement, c'est les relais de croissance. On a un modèle print qui est en décroissance structurelle, on a un modèle numérique qui commence à être asymptotique, et on n'a pas identifié en vrai les relais de croissance de demain. Donc sur le social, c'est un sujet, mais je pense qu'on a tous à explorer aussi. Il y a un enjeu d'exploration pour aller trouver de nouveaux business models. J'ai parlé un petit peu de content to commerce tout à l'heure. C'est vrai que je suis assez intéressée, moi, par ce sujet-là, parce que si l'on regarde sur la plaque américaine ou sur la plaque asiatique, la frontière entre je consulte du contenu et je passe à l'acte d'achat, elle n'est pas du tout la même qu'en Europe. Et je pense qu'on est très en retard là-dessus et qu'il y a un modèle sur lequel il est intéressant d'avancer. Et puis peut-être certains médias qui vont un petit peu plus sur l'événementiel. Il y a un grand retour de l'événementiel, ça peut être aussi intéressant de creuser. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on regarde le coup d'après pour se dire comment nos marques médias, qui aujourd'hui sont vraiment nourries par une belle image encore et une belle confiance, tu l'as quand même montré, pour terminer peut-être sur un point positif. Comment on fait en fait pour les amener sur des nouveaux territoires demain. Et il faut absolument que les éditeurs aient les moyens de continuer à explorer pour se développer. Alors pour terminer cette table ronde, donc le coup d'après 2025, Isabelle, si tu avais une volonté, ce dont tout le monde doit se souvenir pour InfoPro Digital en 2025. Moi, je voudrais qu'on soit reconnu comme incontournable pour toucher des décideurs B2B, quels qu'ils soient, et pas rangés dans des petites cases. Ok, donc
vous avez compris, InfoPro Digital. Non, mais je répète pour que tout le monde l'ait bien compris. Voilà, s'il n'y a pas LinkedIn, il y a InfoPro Digital, ok? D'accord. Bon, Sophie, à toi. 2025, ce dont on doit se souvenir pour le Parisien. Moi, je dirais, c'est améliorer la monétisation du Parisien, qui est un titre très reconnu, très influent, et qui n'est pas, pour le coup, reconnu à sa juste valeur économique, notamment sur le digital. Et enfin, Pascal, 2025. 2025, une année pour Prisma Media où on doit affirmer notre position de leader des marques médias désirables. Voilà, parce qu'au final, tout est une question d'amour avec les marques médias. Ben, merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y aurait une question ou dans la salle après cette... Ah, madame. Alors moi je trouvais ça très intéressant que vous avez parlé, Pascal, sur qu'on doit devenir performant en engagement. Mais qu'est-ce que ça veut dire engagement? Parce que quand on parle de ça, il y a tellement... Vous avez parlé un peu de personal branding, mais c'est pas juste ça, il y a beaucoup plus, non? Oui, et puis alors on ne va pas rentrer sur les métriques de l'engagement parce que je pense qu'il y en a 50 et on ne mettra jamais tout le monde d'accord. L'engagement au sens, on est dans un univers où quand on scrolle, c'est une fraction de seconde sur chaque contenu. Donc c'est la capacité d'un contenu pas simplement à être vu une fraction de seconde, mais à être consulté et à potentiellement générer de l'interaction, du like, du partage, etc. C'est comment en fait on arrive à créer de l'interaction avec sa cible. Et c'était la notion d'engagement que j'avais en tête. Alors, une dernière question, madame. Alors, un exemple. Ouais, alors je veux bien prendre, ça va être dur de répondre rapidement, parce que l'IA, c'est un sujet qui me passionne. Ça fait 18 mois chez Prisma que j'ai monté un comité éditorial autour de l'IA et on a démarré par l'éditorial parce que c'est le cœur du réacteur. On a 3 axes importants. Le premier, c'est la formation. Parce qu'on aura beau tester tous les modèles de la Terre, tester des choses qui fonctionnent, si on n'a pas fait évoluer les compétences autour de l'IA, on n'arrivera pas à s'en servir de façon pertinente. Donc la formation, 20% du budget de formation qui est dédié à l'IA générative auprès notamment des rédactions. Le deuxième élément, c'est la maîtrise de l'écosystème, à la fois en interne. On a évidemment écrit une charte du bon usage de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a ceux que vous formez, et puis une grosse partie des collaborateurs qui utilisent de toute façon l'IA. Donc il faut donner le cadre pour pouvoir développer les libertés. Et puis écosystème externe, mais j'en ai déjà parlé, avec une influence à avoir et un lobbying à faire. Troisième axe seulement, tester. Donc là, on agirait entre 20 et 25 tests qui sont en cours pour voir comment on peut intégrer l'IA générative, à la fois en outil de productivité, parce que ça peut être un vrai assistant du journaliste sur certaines tâches, tout en étant extrêmement bordé en amont et en aval pour estampiller la valeur journalistique, et voir en fait où est-ce qu'on peut intégrer cette IA. On commence à développer des modèles intéressants sur en fait, c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on l'utilise pour développer des nouveaux business qu'on ne pourrait pas faire à échelle humaine. Et voilà, donc on est encore dans cette phase d'exploration, on est très enthousiaste, mais très prudent dans l'exécution. Eh bien, merci mesdames. Donc, je vous invite à les applaudir pour les remercier. Voilà. Et puis 2025.